En ce qui concerne les craintes qu'ils peuvent avoir, il y en a aussi, alors c'est pareil, je ne me souviens pas des pourcentages exacts, mais enfin de l'ordre de 80% qui disent que les phytosanitaires, ça les rend inquiets pour leur santé. J'ai peut-être 2/3, enfin bon, un pourcentage très important. Et en fait, je pense que les gens, s'ils pouvaient s'en passer, ils seraient contents. Simplement, à partir du moment où on se passe de phytosanitaire, les rendements diminuent. On peut se dire que si ça passe à 2%, on n'en mourra pas. Et si c'est le prix à payer pour qu'on ait une agriculture très vertueuse, ça vaut peut-être le coup de s'y pencher. Voilà. Mais il y a effectivement, mais là aussi, ça pose là une question pour certaines personnes qui auraient moins de moyens, qui pourraient s'inquiéter et se dire mais quel impact cela va avoir pour moi. 1%, 80% de la population française a les moyens. Ce que vous en parlez, c'est un exemple assez important de transition qui est nécessaire sur un domaine, mais en même temps de dimension sociale aussi qui se pose chez un certain nombre d'agriculteurs. Et je pense que du coup, forcément, c'est des choses qui ont été soulevées dans le cadre de votre travail. C'est typiquement un des sujets, on le voit là en ce moment avec la question de la loi du plomb. Il y a ceux qui le défendent, notamment la FNSEA, qui est un puissant syndicat agricole, et certains agriculteurs qui disent c'est indispensable, que ce soit en matière de pesticides ou autre. Et puis de l'autre côté, il y en a, alors que ce soit d'autres agriculteurs ou alors des scientifiques ou des chercheurs qui disent oui, mais attention, parce que ça pose d'autres enjeux derrière. Dans la consultation en question, là, alors on a essayé de corriger les réponses qu'on avait, qui étaient des réponses spontanées, de tous les biais possibles sur l'échantillonnage, etc. On a eu quelques résultats très intéressants. D'abord, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais enfin, c'est de l'ordre de 80% des agriculteurs qui ont répondu qui s'estiment mal représentés dans le débat public. Ça veut dire que ni du côté du ministère, ni du côté des syndicats importants, ils n'ont l'impression que leur point de vue est correctement relayé. C'est intéressant à savoir. Vous en avez quasiment 90% qui nous ont dit nous, la transition, on est d'accord pour la faire. La seule condition qu'on y met, c'est que économiquement, ça ne nous plombe pas. Bon. Ce qui est tout à fait légitime, me semble-t-il, parce qu'il faut savoir que la profession agricole n'est globalement, même s'il y a quelques céréaliers qui se portent bien, c'est quand même pas c'est pas là qu'on fait fortune, quoi. Je veux dire, il vaut mieux aller bosser dans une banque d'affaires pour ça. C'est souvent plutôt l'inverse. Et vous avez une partie des agriculteurs pour qui, effectivement, les fins de mois sont pas faciles, en particulier dans l'élevage. En ce qui concerne les craintes qu'ils peuvent avoir, il y en a aussi, alors c'est pareil, je ne me souviens pas des pourcentages exacts, mais enfin de l'ordre de 80% qui disent que les phytosanitaires, ça les rend inquiets pour leur santé. J'ai peut-être 2/3, enfin bon, un pourcentage très important. Et en fait, je pense que les gens, s'ils pouvaient s'en passer, ils seraient contents. Simplement, à partir du moment où on se passe de phytosanitaire, les rendements diminuent, parce que de temps en temps, vous avez des petites bêtes qui viennent boulotter une partie de la récolte. Donc, il faut accepter qu'à l'aval, vous ayez des volumes un peu moins importants et des prix plus élevés. Bon. Sauf que si déjà financièrement... Donc, ça veut dire que nous, il faut qu'on accepte le prix à payer pour ça. Alors, le prix à payer n'est pas nécessairement très élevé, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a que 1% de ce qu'on gagne qui va servir à rémunérer la production de la nourriture qu'on mange. Et que 1% de ce qu'on gagne, vous voulez dire en tant que votre salaire et le mien, votre salaire, le mien, le salaire de la personne qui nous filme, etc. Eh bien, c'est 1% de ce qu'on gagne qui va rémunérer ce qui nous sert à manger. Quand vous achetez ça, là, c'est petits pains au chocolat, là-dedans, vous allez payer tout sauf de la nourriture. Vous allez payer des intermédiaires, alors c'est de la valeur ajoutée, des gens qui ont transporté, des gens qui ont transformé, des gens qui ont emballé, des gens qui ont construit la boulangerie, des gens qui ont construit les emballages dans lesquels on a transporté la farine, etc. Les intérêts du banquier qui prête au boulanger, qui prête, etc. etc. La communication, alors c'est peut-être des choses de boulangerie. D'accord, là, il n'y a pas de com. Mais sinon, la communication, absolument. Dans cette affaire-là, le blé... les graines de cacao, enfin parce que les pains au chocolat, là, le sucre et le beurre, ça va représenter 10% de ce que vous allez acheter, même pas. D'accord, donc et quand on passe le ticket de caisse, quand on passe la caisse du magasin, n'importe quelle grande surface, eh bien il y a que 7% du ticket de caisse qui va à l'agriculteur. Tout le reste à payer autre chose. Encore une fois, du transport, des emballages, les gens qui bossent dans le magasin, les gens qui font la pub, autre chose, mais les transformateurs, les salariés de chez Danone, les salariés qui fabriquent les pots en plastique, mais pas la nourriture elle-même. Donc, à partir du moment où la nourriture, c'est 1% de ce qu'on gagne, on peut se dire que si ça passe à 2%, on n'en mourra pas. Et si c'est le prix à payer pour qu'on ait une agriculture très vertueuse, ça vaut peut-être le coup de s'y pencher. Voilà. Mais il y a effectivement, mais là aussi, ça pose là une question pour certaines personnes qui auraient moins de moyens, qui pourraient s'inquiéter et se dire mais quel impact cela va avoir pour moi. 1%, 80% de la population française a les moyens. Par ailleurs, il faut savoir qu'il y a aussi un problème de régime alimentaire, véhiculé par ailleurs par la puissance des marques. Je vais donner deux exemples. Le premier, c'est que je ne sais pas si vous connaissez les articles les plus vendus en grande distribution. Non. Alors, 8 articles sur les 10 les plus vendus, c'est des boissons. Ouais.
Là-dedans, vous avez la bouteille de pastis. Des sodas. Vous avez le pack d'eau en bouteille, 6 bouteilles. Ouais. Vous avez la bouteille de coca de 1,5 litre. Ouais. Le premier article solide, c'est le pot de Nutella. Okay. Bon. Donc, on ne va pas dire qu'on prive les gens de fruits et légumes si on augmente et qu'on les prive de viande et qu'on les prive de fromage. Non. Je veux dire, les gens achètent essentiellement des trucs transformés, des boissons. Voilà. Donc, si cette augmentation très modeste du ticket de caisse, qui a été beaucoup plus forte pendant l'inflation alimentaire, va avec le fait, par ailleurs, d'apprendre aux gens à cuisiner correctement, etc., même pour les gens qui n'ont pas le temps, ça peut très bien être tout à fait indolore pour le porte-monnaie. Et ça vous semble indispensable? C'est-à-dire que sur la question de l'agriculture et de l'alimentation, la conséquence, s'il y a une transition qui s'opère dans ce domaine-là, la conséquence sera nécessairement une augmentation des prix? Oui, mais comme je le disais, elle est parfaitement supportable à l'aval. Après, elle n'est pas supportable à l'amont, sans protection contre la concurrence. Donc la première mesure économique que les agriculteurs ont demandé dans la consultation, c'est qu'on les protège de la concurrence. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui nous concerne tous, l'agriculture française et sa transition écologique. Entre les agriculteurs qui veulent changer leurs pratiques et ceux qui redoutent de ne plus s'en sortir, le débat est loin d'être simple. Faut-il vraiment payer nos produits plus chers pour soutenir une agriculture durable? Et comment protéger nos producteurs face à la concurrence étrangère? On va essayer de comprendre tout ça ensemble, sans parti pris, juste avec les faits. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout, abonnez-vous pour ne plus rater les vidéos d'actualité qui font débat. Maintenant, suivez la suite pour tout comprendre. Donc c'est pas l'agriculteur qui fait la loi. Mais par contre, ça peut être l'État ou la puissance publique. Donc, moi, ce que je soutiens, c'est que plutôt que de dire les règles sont ce qu'elles sont et on va permettre aux agriculteurs de faire comme les autres parce que sinon, économiquement, ils meurent, moi, je dis on peut changer les règles et de dire qu'est-ce que ça coûte d'avoir une agriculture qui soit durable et qui soit à la fois bonne pour l'environnement et la santé. Et si ça coûte ça, on décide de faire ça. Et à ce moment, on regarde comment on change les règles du jeu pour que les échanges transfrontaliers ne viennent pas perturber ce qu'on a décidé de faire chez nous.